Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'animer cette table ronde, un grand honneur aussi, avec plusieurs représentants de l'écosystème 5G français. Et vous allez voir que cet écosystème il est vraiment riche, avec des grands groupes, des ETI, PME, et qui sont tous en train de travailler ensemble pour qu'on arrive à cet objectif de vaincre ces défis de résilience et compétitivité de l'industrie française. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter mes collègues qui vont m'accompagner dans cette discussion. Donc j'ai Jean-Baptiste Lacourte, directeur des projets du groupe Altitude. Bonjour Jean-Baptiste. Déjà un mot, est-ce que vous pouvez me présenter Altitude? Bonjour tout le monde. Oui, donc le groupe Altitude, c'est le 3e opérateur d'infrastructure sur le territoire et expert dans les solutions télécom B2B. On dispose d'un écosystème avec la marque Altitude Infra qui s'occupe d'aménager le territoire en fibre optique. Et également Covage qui est un wholesaler de fibre optique sur l'ensemble du territoire. Un opérateur de solutions mobiles AirMob qui est dans notre galaxie également. Et enfin un opérateur de solutions télécom qui s'appelle Linked. Voilà. Et donc moi j'ai en charge pour le groupe les sujets 5G, de développement 5G. Merci beaucoup. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Florence Herpelding, responsable stratégie des marchés mobiles et bâtiments intelligents chez Axione. Donc aussi Florence, bonjour et merci d'être là. Dans une phrase, Axione, est-ce que vous pouvez me présenter? Merci Amanda. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Florence Herpelding. Donc, Axione, c'est un intégrateur, opérateur, aménageur numérique des territoires. Et j'ajoute de toutes les emprises spécifiques. Donc, nous adressons des acteurs publics et également privés avec toutes les technologies, notamment radio et donc les solutions de type 4G, 5G privées dont nous parlons aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Charlie-Henri Morand, directeur des programmes 5G chez Orange. Orange, tout le monde connaît, mais par rapport au réseau B2B, peut-être vous souhaitez dire un mot? Oui, en effet, merci Amanda. Bonjour à toutes et à tous. Donc, chez Orange, moi aujourd'hui, je représente l'opérateur Orange en France et son réseau mobile qui sert tous les clients, grand public, entreprises, wholesale, avec une infrastructure de réseau mobile unique. Et on va pouvoir en reparler. Merci beaucoup. Avec nous aussi, Régis Picard, responsable de développement des réseaux privés Nokia. Donc voilà, on connaît bien Nokia, mais Nokia et réseau mobile privé, est-ce que vous pouvez dire en phrase? Oui, donc effectivement, donc Nokia, on est un des principaux fournisseurs pour l'ensemble des opérateurs dans le monde. Et Nokia a développé tout un secteur spécifique pour le monde de l'entreprise. Et donc avec des activités et des produits dédiés pour les réseaux privés et qu'on va développer tout à l'heure. Merci. Avec nous aussi, j'ai eu le plaisir d'accueillir Boris Madeleine, responsable marketing pour les solutions réseau et sécurité chez les IRT Bicom. Donc voilà, Bicom dans une phrase. Alors merci. Donc Bicom, c'est un institut de recherche technologique, c'est l'abréviation IRT. Et donc Bicom c'est un institut de recherche qui accompagne les grandes entreprises sur des projets d'innovation digitale dans beaucoup de domaines, mais donc c'est ce qu'on appelle un accélérateur d'innovation, mais qui, dans le domaine particulier de la 5G, donc des réseaux privés, s'est lancé dans une initiative avec le support de l'État de fournir des solutions d'infrastructure réseau 5G pour les entreprises, pour les verticales importantes de l'industrie française. Et donc, on est heureux aujourd'hui de fournir l'infrastructure réseau qui permet de réaliser ce lab 5G. Merci beaucoup, Boris. Et pour compléter notre table ronde, aussi, on accueille Antoine Roussel, directeur général d'Alsatis, aussi partenaire de ces projets Lab 5G d'ACOM. Donc, Alsatis. Merci Amanda, bonjour à tous. Oui, Alsatis, c'est une société qui est née de la fracture numérique dans le début des années 2000.
et qui a une très belle histoire avec les territoires et avec les collectivités. Notre métier, notre mission historique, c'était d'apporter des solutions alternatives aux défaillances des opérateurs nationaux. Et je leur en veux pas du tout, bien au contraire. Et puis, férus de technologie, tourner vers une culture de l'innovation, et on en fera, j'espère, la preuve aujourd'hui pour la plupart d'entre vous si vous allez participer au parcours des usages qu'on va vous présenter sur l'infrastructure 5G. On a eu la chance d'évoluer avec notre écosystème, poussé par notre grande famille Infranum aussi, et soutenu par l'État. On a pu engager un développement technologique assez conséquent pour une société qui, somme toute, reste une PME. Et on est devenu, par la force des choses, un expert 5G dans un écosystème qui a énormément évolué. Et on est donc très fiers d'être là aujourd'hui. Et on ne parlera pas des territoires, mais bien des solutions plutôt privatives pour adresser le tissu économique en tant qu'expert 5G. Voilà, merci Amanda. Merci beaucoup. Donc, vous connaissez donc tous nos intervenants. Cette table ronde est dédiée à l'infrastructure des réseaux privés 5G. Donc, il me semble important aussi de vous mettre au clair de qu'est-ce que c'est un réseau privé 5G. Et donc, si on fait référence déjà aux publications de CSF, infrastructure numérique et solutions d'industrie du futur sur la 5G, que notre ami Philippe Herbert venait de montrer. Donc, encore une fois, là, vous allez trouver toutes les définitions et les réseaux privés 5G. Donc, il y a un réseau conçu aux besoins du client avec une infrastructure dédiée et aussi avec des ressources fréquentielles qui sont allouées et protégées pour ces usages. Nous avons aussi l'ARCEP qui est là aujourd'hui. Donc, merci. Donc, pour commencer notre discussion sur les infrastructures, je voudrais poser la question. Premièrement, on peut commencer par Axione. Donc, Florence, du point de vue de l'infrastructure, quel est ou quels sont les premiers pas pour déployer un réseau 5G privé? Donc, en réponse à cette question, le déroulement de cette matinée suit exactement la logique de mise en place d'un projet 5G privé au sein d'une organisation. La première question qui se pose, finalement, c'est quels sont les besoins, quels sont les cas d'usage actuels et à venir à adresser au sein de l'organisation. Lorsque nous, Axione, nous adressons à un acteur industriel, l'acteur industriel, il ne va pas acheter, il ne va pas investir juste dans une infrastructure de réseau 5G. Il va investir puisqu'il a la conviction qu'il a des cas d'usage qui pourront effectivement tirer parti de cette infrastructure 5G. Donc l'élément qui déclenche un projet, et c'est systématique, ça porte bien sur les cas d'usage à adresser actuels, puisqu'il faut déjà démontrer le fait que la nouvelle infrastructure 5G va effectivement être en mesure de porter les cas d'usage actuels et bien sûr des cas d'usage nouveaux pour démontrer les bénéfices, la valeur ajoutée de cette infrastructure 5G. Donc, échange avec tous les opérationnels, tous les acteurs métiers au sein de l'organisation pour identifier les cas d'usage à adresser. Ensuite, il revient à l'opérateur, l'intégrateur, c'est le travail que fait Axione, de finalement convertir ces cas d'usage en spécifications techniques pour dimensionner sur mesure l'infrastructure 5G capable de répondre aux usages avec le niveau de performance, le niveau de couverture, le niveau de qualité de service, etc., qui vont bien pour l'acteur professionnel. Donc il y a j'ai envie de dire un investissement spécifique, au cas par cas, pour s'adapter, pour être capable de dialoguer, pour avoir une compréhension commune et partagée des besoins métiers. C'est un travail qui est réellement nouveau parce que ça nécessite pour les opérateurs, pour les intégrateurs, pour l'ensemble de la filière télécom, de s'approprier les différents segments de marché qui peuvent porter sur un acteur des transports, un acteur de l'énergie, un acteur de l'industrie, de la logistique, etc. Merci beaucoup, Florence. Aussi, côté intégrateur, donc Antoine, pour Asatis, est-ce que vous partagez la même vision? Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur ces points de vue? Quels sont les premiers pas
On connaît l'excellence de Florence, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Florence a complètement raison. Alsatis est devenu par la force des choses un intégrateur complexe, puisque quand on fait de l'exploration technologique, on n'a évidemment aucune garantie d'arriver au bout, et c'est déjà relativement courageux d'emprunter ce genre de voie. On a été confronté à de l'interopérabilité, puisque la 5G, c'est aussi le début de l'interopérabilité, c'est l'émergence de la virtualisation, c'est la capacité, et j'en parlais tout à l'heure, on est dans un écosystème qui s'est élargi, qui s'est étendu, et où le paysage traditionnel est un peu bousculé. Donc le rapport entre les différents partenaires technologiques n'est plus tout à fait le même, et tant mieux. C'est sain, c'est bon pour nous tous, c'est bon pour l'émulation économique. Et en l'occurrence, nous, on est très fiers d'avoir réussi à intégrer des briques, des composantes technologiques françaises, qu'on a évidemment favorisées dans tous nos projets, parce que derrière le sujet de la 5G, il y a aussi le sujet de créer de la valeur. Et encore une fois, à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde, on voit bien que selon les pays industrialisés, les forces en présence concernant les infrastructures numériques ne sont pas les mêmes. Et c'est quand même un enjeu de souveraineté, hein, c'est un mot que vous entendrez souvent dans la bouche des ministres, mais pas que, et puis de résilience. Hein, on a vu la crise du Covid, on a vu que le monde change vite. Donc les infrastructures numériques, c'est aussi l'occasion d'exprimer des talents en France, de créer des nouvelles richesses. Et on a largement participé à ça. Donc effectivement, je m'aligne complètement sur le propos de Florence, mais j'insiste sur le fait que toute intégration complexe et nouvelle nécessite de la patience, de l'audace et beaucoup de résilience. Okay. Alors, Jean-Baptiste, est-ce que vous souhaitez partager aussi votre expérience côté intégrateur et aussi dire quels sont les premiers pas? Oui, bien sûr. Je suis totalement d'accord avec les éléments qui ont pu être évoqués et je vais vous faire partager une expérience. C'est que nous, cette question sur les premiers pas d'un déploiement de réseau 5G, on se l'est posé. On a déployé un réseau 5G sur les quais de Seine lors du dernier événement de la Grande Armada sur Rouen pour justement expérimenter cet usage de cette nouvelle technologie et de ses composantes qui composent finalement cette architecture. Et dans ce cadre-là, l'étape première, c'est de partir des besoins. Quels sont les besoins qui peuvent être exprimés, qui peuvent nécessiter ce déploiement de cette architecture, qui peuvent être induits par des usages actuels, mais aussi par des usages futurs et par des limitations des technologies actuelles. Ça aussi, c'est un biais qu'il ne faut pas oublier. Il y a un certain nombre de limitations qui sont apportées et qui induisent le fait de se tourner vers ces nouvelles technologies. Et donc, dans ce cadre-là, c'est une part essentielle du travail, déjà de bien passer sur cette partie des usages pour prendre ensuite le pas sur le déploiement d'un réseau. Le déploiement d'un réseau, d'une architecture réseau, qu'elle soit privée, où il y a plusieurs briques qui la composent. Et au final, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a segmenté ces éléments-là et on a spécifié chaque brique en fonction des besoins, en fonction des usages, pour choisir les meilleures fréquences. J'entendais ce matin qu'il n'y a pas qu'une fréquence qui peut être utilisée, ça peut être un mix de fréquences, et ça, je partage totalement pour adresser correctement l'ensemble des usages. Vous avez également l'infrastructure de collecte, je dirais, pour ces antennes et récupérer l'ensemble de ces flux dans un endroit centralisé. Donc il faut aussi pouvoir avoir la capacité à correctement déployer cette infrastructure robuste pour assurer une disponibilité optimale. Et vous avez ce cœur de réseau qui doit être également dimensionné avec des notions de redondance par rapport à la criticité, je dirais, des usages. On parle d'industriel, on parle de services pour les entreprises, et cette notion de disponibilité et de redondance est importante dans le cadre de leur activité. Et tous ces éléments-là, finalement, dans le cadre de notre projet, on l'a porté auprès de nos partenaires qui étaient les organisateurs de l'Armada, France 3, d'autres partenaires et également pour des besoins propres. On les a vraiment agrégés au sein d'une structure globale, ce qui nous a permis finalement de pouvoir fournir un service de connectivité clé en main aux utilisateurs finaux pour qu'ils se concentrent sur leurs besoins. Il y avait aussi cet objectif de laisser les industriels se concentrer sur leurs besoins. Et ça, ça a été une réussite de notre côté pour cette première étape, je dirais, d'expérimentation des réseaux 5G. Et c'est ce qu'on va reproduire sur les territoires, mais également pour les entreprises. Merci beaucoup. Si on passe maintenant côté constructeur, est-ce que vous partagez la même vision? Et aussi, il y a la question de la gestion de plusieurs technologies existantes déjà sur les sites, quelque chose qu'il faut penser avec les déploiements d'un réseau 5G privé. Donc, comment penser les infrastructures dans ces contextes? Effectivement, donc la 5G arrive et en fait,
il y a déjà beaucoup d'infrastructures et de réseaux existants et qui sont construits depuis des dizaines, largement plusieurs dizaines d'années, quoi. Et comme le disait tout à l'heure Christophe Béginade, et très justement, ensuite il faut avoir une stratégie sur au moins 10-15 ans pour réfléchir quels sont mes besoins actuels et comment je dois faire évoluer l'ensemble. Ensuite, ça avait été évoqué aussi tout à l'heure, dans les réseaux actuels, il y a la partie IT, donc là qui est déjà full IP, ou pratiquement, parce qu'il reste encore un peu de téléphonie, mais donc toute cette partie-là, elle va pouvoir migrer relativement facilement sur de la 5G privée, où il peut y avoir aussi sur cette partie-là une partie publique. Puis donc là, on parle de toute la partie téléphonie, le Wi-Fi dans le tertiaire, et aussi la partie LAN. Aujourd'hui, quelque part, dans des zones de bureautique, pourquoi déployer du cuivre avec des PC portables ou des smartphones qui ont déjà aujourd'hui, là on parle au présent, des modems 5G intégrés, quoi. Et ensuite, l'autre élément, et là qui est un peu plus, qui prendra un peu plus de temps, mais sur lequel on parle déjà toujours au présent, donc là vraiment sur la partie OT. Et ce sujet-là, c'est là où il y a vraiment la valeur de la 5G, ou une grande valeur pour les entreprises, pour les aider à digitaliser et améliorer leur productivité. Et donc dans cet outil, donc il y a déjà une partie qui est arrivée sur de l'IP, donc le début de la convergence, la fameuse convergence IT-OT. Donc là, idem, la 5G va avoir toute sa place pour réduire les coûts de déploiement, apporter de la flexibilité à l'outil de production. Et ensuite, donc là, il y a Siemens qui est là aujourd'hui. Et quelque part, c'est aussi un élément important. Parce que là, quand on va commencer à parler de communication entre l'automate, le PLC, l'instrumentation, donc là, le pilotage vraiment de l'usine, et de pouvoir intégrer au cœur de ce pilotage une infrastructure 5G. Et donc là, les gains vont être très significatifs et apporter vraiment un apport important aux entreprises. Et pareil, tout à l'heure, il y avait quelques intervenants sur la partie device ou cas d'usage qui parlaient au conditionnel. Aujourd'hui, Schneider, Siemens, pour ne pas faire de la pub qu'un, intègrent de manière native des chipsets pour se connecter en 5G, quoi. Donc là, on est sur le présent et ils travaillent pour le développer sur l'ensemble de leurs cas d'usage, quoi. Donc voilà, l'ensemble des réseaux présents ou les moyens de communication au sens large sur un site industriel aujourd'hui sont compatibles avec la 5G. Et ensuite, il y a des roadmaps à travailler. Il n'y aura pas de grand soir où on supprime tout du jour au lendemain, mais sur 5, 10, 15 ans. Donc ASN a déjà supprimé le 2CT, mais après, ça peut se faire aussi dans des échéances plus ou moins longues. Et c'est vraiment une réflexion à avoir avec les partenaires intégrateurs pour justement bien réfléchir sur cette évolution. Ok. Boris, vous souhaitez compléter ? Oui, je voulais juste ajouter un point, après qu'on ait un petit peu analysé la technologie, plutôt les protocoles en tant que tels. Je voulais ajouter un point sur l'architecture de la 5G, qui est à mon sens fondamental. En fait, la 5G, c'est vraiment une architecture qui a été conçue dès le début comme une architecture cloud native, comme on dit. Donc ça veut dire que c'est une architecture qui fonctionne sur des serveurs banalisés. Et c'est par exemple la solution de Bicom est conçue fonctionne sur des serveurs banalisés. Donc ça veut dire qu'elle peut être intégrée dans des baies de serveurs existantes d'un industriel. Elle peut être centralisée ou déployée à l'edge. Et donc elle permet, la 5G, contrairement à la 4G, permet une véritable flexibilité d'emploi et de déploiement qui est bluffante, quoi. Et voilà, donc ça, je pense que c'est un aspect essentiel à rappeler. Merci beaucoup. Donc, vous avez parlé de flexibilité. Et là, je vois qu'on a aussi la flexibilité de type d'architecture qu'on peut choisir, les types de modèles des réseaux qu'on peut choisir pour déployer un réseau 5G. Donc, il existe aussi l'option d'un réseau hybride. Donc, je voudrais inviter Charles-Henri. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de ce que c'est un réseau hybride et comment ça change par rapport à l'infrastructure? Oui, en effet. Alors,
peut-être ce que je peux vous proposer, c'est de faire un pas de côté par rapport à tout ce qui a été dit, tout en s'appuyant tout à fait dessus, parce que tout ce qui a été dit est extrêmement vrai. Un pas de côté en posant une question finalement un peu iconoclaste dans cette assemblée, qui est est-ce que la 5G privée est nécessairement synonyme d'infrastructure privée, de fréquences dédiées, etc. Parce que l'opportunité qu'elle représente, elle ne fait aucun débat, et ça a été dit et redit, c'est l'opportunité de défragmenter les technologies précédentes. Donc d'unifier autour d'un backbone, on a parlé de dorsal unique de data, tous les besoins de connectivité, amener ce continuum de services, de connectivité data, aussi bien au travers des métiers, de tous les métiers d'une entreprise donnée, que de l'extérieur à l'intérieur, donc des différents environnements dans lesquels ces métiers sont exercés. Et puis il y a bien sûr aussi toujours la dimension dans le continuum entre le contexte spécifique de l'entreprise et puis le contexte grand public qui parfois se mélange. Aujourd'hui, on en est l'exemple, on est sur un site de production qui accueille du public, et donc ce public a besoin d'une couverture pour ses usages standards. Et pour autant, certaines personnes dans ce public qui font partie des métiers de ce site de production peuvent avoir simultanément besoin d'usages spécifiques à leur métier liés à ce site. Et donc, la question que je pose, c'est, on est d'accord que c'est une seule technologie, une technologie unique, mais combien faut-il de réseaux pour implémenter cette technologie? Et la réponse, elle est ni blanche ni noire, évidemment. La réponse, une des propositions que l'on fait en tant qu'opérateur, puisque c'est notre métier, c'est de capitaliser quand même en partie sur l'infrastructure qu'on déploie déjà. Alors c'est quoi l'infrastructure concrètement qu'on déploie déjà? Ce sont des antennes, d'ailleurs sur un spectre de fréquences assez large, qui va pour ce qui nous concerne de 700 MHz à 3 gigaoctets. Ça existe, pas partout, je le concède, et surtout, il faut le renforcer. C'est ce que Florence expliquait, il y a tout un travail de dimensionnement, ça a été très bien expliqué précédemment. Quand on veut amener cette connectivité data qui est essentielle en continuité dans des endroits spécifiques, complexes, avec des effets cage de Faraday, etc., il faut faire un dimensionnement ad hoc, et donc il faut venir compléter, renforcer, ça va de soi. Mais il y a très souvent une connectivité ambiante, je dirais, qui existe au moins à l'extérieur, sur laquelle on peut capitaliser, parce que cette infrastructure, elle existe, elle est déployée. Et puis, il y a aussi la partie cœur de réseau, ça a été évoqué par Jean-Baptiste, ça aussi, ça existe déjà, ça sert des besoins clients très variés, très segmentés parfois, entre un client grand public et un client entreprise, on fait des choses très différentes avec un cœur de réseau, puis le cœur de réseau, c'est l'intelligence. Et là, je rebondis sur les propos de Boris. La technologie 5G, elle permet quelque chose qui n'était pas possible avant, ça c'est un effet de la virtualisation, elle permet de distribuer les fonctions du cœur de réseau d'une manière inédite. Et c'est justement grâce à ces propriétés de distribution qu'on va pouvoir dédier certains éléments du réseau à des entreprises. Donc la réponse qu'on propose, et ce concept d'hybride, comme je disais, ni blanc ni noir, c'est tout simplement de mutualiser tant qu'on peut, et quand il le faut, de dédier certains éléments. Parce que si j'en reviens aux besoins, le besoin, ce n'est pas la solution, savoir comment on implémente. Le besoin, c'est de la continuité data partout, entre les métiers, entre les contextes d'usage, entre l'extérieur et l'intérieur. Et le terme de privé, moi, je l'associe à une parfaite maîtrise de cette data pour les besoins métiers. Donc la capacité de la technologie 5G de dédier certaines fonctions du réseau pour rendre les flux de data essentiels, critiques, privés et les mettre à la maîtrise totale du client, c'est ce que l'on fait avec ce modèle hybride où une partie de la couverture, une partie des fonctions de cœur de réseau sont mutualisées, mais une partie essentielle qui garantit la maîtrise par le client de ces flux de data critiques est dédiée et déployée sur site.
Et alors, s'ajoute à ça les bénéfices à venir, ils ne sont pas encore complètement matérialisés, la faible latence, parce qu'on est sur un circuit très court, tout simplement, hein, c'est aussi simple que ça. Et puis, de la QoS, on a parlé d'histoire de dimensionnement, il ne faut pas que des flux critiques entrent en concurrence avec des flux non critiques sur une même ressource. Ça, on commence à le maîtriser. On travaille déjà d'ailleurs avec certains des acteurs des gens présents dans cette salle aujourd'hui à le démontrer sur des use cases concrets. Et on a même, puisqu'on parlait de vernis marketing tout à l'heure, il faut effectivement gratter le vernis, on a même concrètement mis en œuvre ce concept dans nos propres locaux au mois de juin dernier. Et depuis, on continue de construire là-dessus. Parce que il faut bien boire son propre champagne, et donc on a su démontrer que c'était une réalité. Voilà, en quelques mots, une des solutions, une des interprétations possibles du réseau privé. Ça marche, mais merci beaucoup. En continuant encore sur ces sujets de point de vue qui en fait les types de réseaux, l'infrastructure, ça vient des besoins. Aujourd'hui, il y a cette question de flexibilité aussi qui c'est derrière toute l'idée des réseaux 5G. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'enjeux pour les industriels. Il y a beaucoup de préoccupations. Vous avez vu dans les discours de ministres la question de compétitivité, de la résilience de l'industrie française. Et pour ça, les industriels aujourd'hui sont en train de penser en cybersécurité et stratégie de la donnée, tout ça pour rendre notre industrie beaucoup plus compétitive à l'ère du numérique. Et ça pose beaucoup de questions, j'imagine, pour vous qui sont au quotidien dans l'administration de ces sites industriels. Et peut-être vous êtes en train de vous poser la question, et la 5G dans tous ces enjeux-là. Donc, comment on va penser à la 5G dans ces contextes? Comment la 5G va s'intégrer à toute cette structure, déjà cette transformation numérique qui est en train de se reproduire? Peut-être Boris, pour commencer? Bon, alors la cybersécurité, c'est un sujet extrêmement complexe. Je voudrais d'abord dire, je voudrais développer un propos en 3 points. La première, c'est comme l'a dit Charles-Henri, il y a cette flexibilité de déployer des données, des flux à l'edge. Donc ça veut dire qu'on peut, avec la 5G, privatiser des flux et donc les sécuriser, puisque l'industriel peut décider de ne pas de garder des données dans l'enceinte de son entreprise et donc de ne pas les diffuser à l'extérieur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut que la 5G s'inscrive dans une démarche de sécurité informatique classique, hein, et je pense que tous les RSSI qui existent connaissent ça, c'est-à-dire qu'il faut définir un PSSI et définir un ensemble de sécurité, de vulnérabilité, et que la 5G s'inscrit tout à fait dans ce cadre-là. Et le troisième point que j'aimerais mentionner, c'est que la 5G, il faut toujours la rappeler, c'est quand même une technologie d'écosystème. Et là, en termes de cybersécurité, pour la cybersécurité, la 5G bénéficie d'un écosystème mondial, l'écosystème du cloud, l'écosystème cybersécuritaire qui définit au niveau mondial, mais aussi au niveau européen, qui analyse les menaces, qui analyse les vulnérabilités et qui fait des préconisations. Il y a par exemple au niveau européen un papier de l'ENISA qui date un peu puisqu'il date de décembre 2020 maintenant, mais qui analyse tout ça et qui fait des recommandations précises sur comment sécuriser un réseau 5G. Et j'avais dit 3 points, mais j'en ai un 4e en fait, c'est que assurer la sécurité d'un réseau 5G, c'est pas simplement assurer la sécurité d'un réseau existant. Un réseau 5G, faut le concevoir comme un système vivant. Mais c'est aussi un système qui a été en développement. Et donc, notre expert cybersécurité définit ça comme ce qui s'appelle une left shift philosophie, c'est-à-dire qu'il faut
assurer la sécurité des réseaux 5G, c'est assurer non seulement la sécurité de l'outil, du produit, mais assurer la sécurité de son développement. Donc ça veut dire mettre en place toutes des pratiques de traçabilité, de sécurité, de sécurisation du développement logiciel qui sont importantes pour à chaque fois pouvoir garantir que les composantes logicielles qu'on intègre sont véritablement sécurisées. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur chez Bicom et qu'on réalise. Merci beaucoup. Et donc, dans cette feuille de route, stratégie de la donnée, cybersécurité et 5G, Régis, est-ce que vous pouvez partager un peu votre vision? Effectivement, alors sur le sujet cyber, forcément Nokia, on est vraiment au cœur du sujet sur la 5G, puisque vu que le volume et la présence sur l'ensemble des réseaux. Et en fait, alors déjà, premier sujet, c'est de manière native. Donc la 5G a des mécanismes beaucoup plus importants que d'autres. C'est peut-être un peu facile de toujours taper sur le Wi-Fi, mais c'est un peu la vérité aussi. Donc avec... donc Philippe nous dit de rajouter encore. Donc je reprends un autre marteau. Non mais donc voilà, déjà une carte SIM, la séparation des flux entre les données, l'authentification, le management du réseau. Donc déjà là des éléments très basiques, mais qui mettent un niveau de sécurité beaucoup plus important. Ensuite, côté Nokia, on a aussi une approche de bout en bout de l'ensemble de l'infrastructure, donc qui vont du réseau, du backhaul et de la radio. Et ensuite, sur la partie cyber, ce qui est important aussi, c'est le management de ce réseau et aussi le management des devices qui vont avec. Parce qu'en fait, c'est sympa, donc là, hop, on déploie un réseau, mais comme le disait Boris, ce réseau, il va vivre, et avec tout un écosystème qui va vivre à des rythmes potentiellement différents, avec des releases différents en fonction de... On parlait, par exemple, l'automaticien va utiliser telle release, d'autres fournisseurs de smartphones, d'autres. Et donc, il faut avoir des outils de management de l'ensemble de ces éléments, à la fois du réseau, s'assurer que les derniers patchs de sécurité soient bien déployés sur l'ensemble du réseau, l'ensemble des devices, éventuellement bloquer un device s'il n'a pas son patch de sécurité. Donc, il y a vraiment toute cette approche qui est importante à avoir, et aussi la 5G permet aussi de pouvoir manager tous ces éléments-là de manière très, très simple, versus des multiples réseaux qu'on peut avoir aujourd'hui sur une infrastructure. Et on en parlait hier soir, il y a NIS 2 qui arrive donc à partir de 2024, donc la nouvelle réglementation européenne, et qui va pousser l'ensemble des industries européennes et françaises un peu dans leur retranchement sur la partie OT, qui était un sujet qui n'était pas toujours suivi, on va dire, aussi avec autant d'attention qu'il faudrait. Et donc la 5G permettra aussi d'apporter de la connectivité et donc du pilotage de l'ensemble de ces éléments, quoi. Merci. Et ce côté Orange, Charles-Henri, vous souhaitez contribuer aussi un peu à cette réflexion? Oui, peut-être pour revenir sur ce qu'ont dit mes camarades, et puis appuyer encore un peu plus, en effet, finalement, la sécurité, c'est quoi? C'est des enjeux de disponibilité, d'intégrité et de confidentialité. Donc plus que jamais, avec tout ce qu'on s'est dit ce matin, c'est un facteur clé de succès de la 5G industrielle. On a parlé de la data. Cette data, elle doit être disponible, hautement disponible, rester confidentielle et intègre. Voilà, donc voilà, pour enfoncer le clou, et ce qu'on dit très bien Boris comme Régis, c'est que c'est une affaire de build, c'est une affaire de conception au début, de comment on fait l'ingénierie, comment on réalise, comment on pense le système, son architecture, mais c'est aussi dans le temps essentiellement une affaire de run. Le management, et ça c'est vraiment un métier absolument critique qui va devenir critique dans tous ces contextes de 5G, qu'elle soit privée, opérée. Voilà, l'opérateur, c'est ce qu'il fait au quotidien, mais c'est pour tout le monde ce facteur clé de succès, la chaîne d'approvisionnement logiciel, puisqu'on est dans un monde massivement softwareisé, comme on dit en bon français. Donc on a ce concept de chaîne d'approvisionnement logiciel qu'il faut absolument bien maîtriser. D'autant qu'on a des automatisations qui les déploient très, très efficacement, très, très rapidement. Donc il faut savoir la contrôler en amont et être extrêmement réactif.
Et puis, sur la partie management, très bien organisé, ce qu'on appelle l'administration du système. Parce qu'on peut avoir construit une forteresse, mais si voilà, le concierge laisse les clés sur la porte, ça ne marche pas. Et ça, c'est aussi un aspect parfois un peu négligé et qui est absolument critique. Le système d'administration, l'organisation des droits, de qui a quel privilège sur l'infrastructure critique du réseau, c'est absolument essentiel pour maîtriser la sécurité. Merci beaucoup. Si on change un peu les sujets, on parle, pas changer les sujets, mais des peut-être préoccupations plus pratiques des industriels qui souhaitent déployer un réseau 5G. Parce que jusque-là, si on parle d'un réseau télécom, on va forcément penser à un opérateur, parfois des grands opérateurs tels que Orange. Mais ce qu'on voit aujourd'hui dans le paysage, et voilà, vous voyez bien représenté ici, la 5G, elle a changé les paradigmes. Maintenant, on a d'autres acteurs, on a un écosystème riche et on a plusieurs options de déployer un réseau 5G. On a vu soit avec des grands opérateurs comme Orange, mais aussi avec des intégrateurs qui vont, là, comme Antoine aime bien dire, j'apprécie beaucoup ce terme, haute couture, de faire quelque chose pour les clients, selon les besoins, pour améliorer la performance et donner tous les résultats que les industriels sont en train de chercher avec cette transformation numérique. Mais peut-être ça peut poser la question de la complexité de l'opération au quotidien. Donc voilà, peut-être j'invite plutôt les intégrateurs à contribuer et à dire est-ce que c'est complexe? Est-ce que ça est fait aussi pour les PME, pour les ETI? Peut-être on commence par Jean-Baptiste. Oui. Alors, sur cet aspect-là, ce qui est clair, c'est que la technologie 5G, c'est assez nouveau. La nouveauté peut amener de la complexité ou de la complexité apparente. Néanmoins, c'est des choses sur lesquelles je pense qu'avec des compétences, avec de l'expertise, avec de l'accompagnement, du conseil, je pense que ça peut être totalement pris en main et je dirais implémenté dans son environnement. Ça, c'est des choses qui me paraissent importantes. C'est l'enjeu pour les industriels et pour les sociétés et l'appui des acteurs qui peuvent être présents avec un certain nombre de compétences, que ce soit sur l'aspect radio, que ce soit sur l'aspect infrastructure, que ce soit sur l'aspect plateforme, ce que j'appellerais cœur de réseau, etc. Ce sont des compétences que des acteurs peuvent apporter et peuvent amener auprès des industriels pour les accompagner à toucher et à implémenter cette innovation qui est la 5G pour travailler sur leurs usages et sans créer, je dirais, une distorsion entre l'intégrateur qui va amener l'infrastructure mais également les services. C'est un accompagnement, c'est un échange, mais je pense qu'au travers de ça et d'un bon accompagnement, avec un acteur de confiance qui va bien comprendre, écouter les besoins et qui va déployer la bonne infrastructure et qui aura également aussi la présence, l'agilité pour répondre aux besoins quotidiens des industriels par rapport à leur activité. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cette notion de complexité qui peut souvent être induite par une nouveauté technologique. Merci. Florence, votre vision sur ces points? Merci. Peut-être souligner tout d'abord que le modèle de réseau privé dont nous parlons n'est finalement absolument pas nouveau. Les collectivités, les acteurs industriels dans les différents secteurs de l'économie que nous avons cités ont déployé depuis de très longues années des réseaux mobiles privés basés sur des normes de type Tetra, de type DMR. On a parlé du Wi-Fi également. On a parlé également du DECT. Ces technologies, finalement, ont été conçues pour permettre le déploiement, notamment sous la forme de réseaux privés. Donc, de longue date, les acteurs industriels, les acteurs professionnels se sont pris en charge pour déployer par eux-mêmes des réseaux privés pour ne pas uniquement, j'ai envie de dire, subir la stratégie commerciale et les stratégies de déploiement des opérateurs nationaux. Je ne dis pas qu'ils sont défaillants.
Donc ce concept de réseau privé n'est pas nouveau et vu qu'il n'est pas nouveau, les acteurs industriels ont été capables de se prendre en charge et d'assurer la montée en compétences de leurs équipes. Toutefois, ce qui est inédit, c'est la possibilité pour des acteurs professionnels de déployer une technologie cellulaire. Donc là, on parle de la 4G ou de la 5G, avec un degré de complexité accru par rapport à ce que nous avons, aux technologies que j'ai citées précédemment. Donc, on parle de technologies complexes et donc qui demandent bien évidemment une montée en compétences. Et au sein d'une organisation, quand on est face à un sujet de montée en compétences, eh bien, deux solutions, elles sont classiques. Soit on s'appuie sur un acteur compétent, opérateur, intégrateur, c'est un métier qu'Axione sait faire, ou soit on prévoit cette montée en compétences en interne. Donc encore une fois, des opérateurs, intégrateurs existent. Ils sont nombreux déjà. On est plusieurs autour de cette table ronde. Donc typiquement, Axione dispose d'un centre de supervision réseau qui est basé à Pau. Donc c'est finalement un centre d'opération réseau tel que probablement les opérateurs nationaux en disposent. Et ce centre d'opération réseau permet de superviser différents types d'infrastructures, donc gérées par Axione, des infrastructures fixes, mais également des réseaux, des infrastructures mobiles. On supervise par exemple des réseaux, des infrastructures de couverture indoor, mais également plus récemment des réseaux de type 4G, 5G privés. Deuxième option pour l'acteur industriel qui fait le choix de déployer un réseau 5G privé, eh bien, c'est d'avoir une montée en compétences de ses équipes. C'est une montée en compétences qui s'effectue de manière progressive en lien avec l'intégrateur, l'opérateur, en lien également, qui peut se faire également en lien directement avec les équipementiers, fournisseurs de solutions radio et cœur de réseau, et qui prend quelques mois. Merci. Et pour compléter cette question, donc, je voudrais demander à Antoine qui accompagnait donc, Acom dans cette aventure de la 5G. Oui, merci. On aura tous mérité une bonne pause après, hein. Je tenais à vous le dire. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose d'extrêmement évident, mais que j'ai mis du temps à réellement dompter. On pourrait presque s'y perdre quand même. Entre des acteurs nationaux qui font des réseaux, des acteurs privés qui font des réseaux à destination du grand public, des acteurs publics qui font des réseaux privés pour leurs besoins propres, des industriels qui s'équipent, on pourrait franchement s'y perdre. Mais le point commun de tout ça, c'est que, ça a été évidemment largement dit, c'est que chaque acteur, qu'il soit public ou privé, puisse avoir la solution qui lui convient et en avoir une certaine maîtrise. Et on est en train de parler de ça. Donc je rebondirai d'abord sur les propos de Charles-Henri. Je n'opposerai pas les solutions des grands opérateurs avec celles des opérateurs haute couture, et c'est sans prétention. C'est évidemment une appellation pour parler de la personnalisation des solutions. Mais nos imminents confrères, Orange et les autres, sont tout à fait capables de faire de la personnalisation aussi. Et d'ailleurs, Charles-Henri, tu m'arrêtes si je me trompe, mais vous avez aussi accès au guichet 384 qui permet de proliférer sur des réseaux locaux et de faire ce qu'on est en train de faire avec Acom aujourd'hui. Alors, bien sûr, nous, acteurs privés plutôt innovants du marché, on est extrêmement contents de voir qu'il y a une vraie recrudescence des acteurs privés pour de la maîtrise. Pour de la maîtrise autour de la donnée. C'est le sujet du 21e siècle. Hein. Le siècle dernier, c'était l'eau et l'électricité. Sans aucun doute, le 21e est celui de la donnée. Donc, finalement, que cet écosystème se soit enrichi, c'est une bonne chose. Et quand on parle de résilience, on aura certainement besoin de coupler les compétences des opérateurs nationaux et des opérateurs locaux ou des opérateurs d'envergure intermédiaire pour apporter un maximum de résilience. J'entends le nouveau mot à la mode que je ne maîtrise pas, mais le mot DRAS, Disaster Recovery as a Service.
qui consistera demain à permettre à toute entreprise de récupérer le plus rapidement possible un mode de fonctionnement utile si leurs données étaient attaquées, si leur dispositif de communication était tout simplement impacté par une attaque, par un sabotage ou autre. Donc moi, j'avais vraiment envie d'être très positif à l'égard de l'évolution de cet écosystème et rappeler que tout opérateur local a une responsabilité forte vis-à-vis de ses clients. Les réseaux constitués sont évidemment réversibles. On n'est pas là, nous, opérateurs, pour prendre en otage des industriels avec des solutions propriétaires. Les solutions sont propriété des clients qui les commandent. Et c'est important parce que c'était une véritable volonté de maîtrise. Donc il faut pas l'oublier. On travaille pour eux et on doit pouvoir laisser la main, le cas échéant, à un autre opérateur qui sera en mesure d'exploiter à son tour l'infrastructure. La norme 5G est là pour garantir cet aspect réversibilité et interopérabilité. C'est indispensable. C'est les industriels qui choisissent et nous, prestataires de services, opérateurs, intégrateurs complexes, on essaye de les satisfaire et pas l'inverse. Merci beaucoup. Donc, avant de clôturer cette table ronde, une dernière question aussi en parlant des tendances qu'on voit. Et on voit aujourd'hui dans les sites industriels des systèmes qui sont de plus en plus dans les clouds. Et ça pourrait aussi poser la question, alors l'intégration 5G et cloud, comme ça se fait, est-ce que c'est compatible? Donc, peut-être Boris, vous souhaitez dire un mot sur ça? J'ai déjà mentionné ce point-là tout à l'heure, effectivement. Donc, je voudrais réinsister sur ce point. Donc, la 5G, c'est une technologie cloud. Donc, d'abord, c'est une technologie donc extrêmement facile, beaucoup plus facile à déployer. Ça, je pense que ça n'a pas été mentionné forcément. On n'a pas forcément souligné cet aspect très fortement, mais c'est une technologie facile à déployer. On n'est pas sur des gros éléments de réseau tels que la 4G, par exemple. Et donc, voilà, c'est aussi facile à déployer parce qu'il existe beaucoup d'outils qui rendent le déploiement de ces logiciels automatisable. Et qui, au-delà de ça, au-delà de la configuration, font en sorte que la configuration du déploiement, qui est matérialisée par un fichier, soit que le déploiement soit constamment conforme au déploiement qui a été défini dans un fichier. Donc il y a vraiment des solutions qui rendent la technologie cloud rend non seulement le déploiement, mais aussi le maintien et de l'exploitation aussi très facile. Merci. Charles-Henri, vous souhaitez compléter? Oui, peut-être pour renchérir en effet à nouveau et dire que sur les propos à la fois de Boris et d'Antoine, c'est une technologie cloud native, la 5G, et c'est même, je dirais, pour la première fois, les technologies globales du monde Internet, parce que c'est ça dont on parle finalement, mise au service de l'industrie des télécoms, est garantie par un standard, qui est le 3GPP, d'où la réversibilité, etc., qui sont en effet absolument clés. Et ça, c'est une première. C'est vraiment la première génération de technologies mobiles qui soit à ce niveau, je dirais, d'état de l'art, finalement. Donc, c'est une opportunité fabuleuse. Toute opportunité à sa flip side comporte ses risques. Moi, je pointerai à nouveau l'exploitation qui doit être extrêmement bien préparée. Ça veut pas dire que c'est un problème, mais c'est un point d'attention pour bien préparer l'exploitation de ces technologies parce qu'on change de paradigme, on change de monde et voilà, c'est une opportunité fantastique, c'est là-dessus qu'il faut rester. Merci beaucoup. Donc, on arrive à la fin de notre table ronde. Je voudrais encore remercier l'ACOM pour l'organisation de cet événement, de ces échanges très riches. Je voudrais aussi remercier tous les participants de la table ronde. Merci beaucoup de votre implication, de partager toute cette connaissance avec l'audience aujourd'hui. Et si vous avez des questions
Ne ratez pas l'occasion de déjeuner, d'échanger avec chacun d'entre eux. Je sais qu'ils seront ravis de vous raconter un petit plus sur la 5G. Voilà, mais merci beaucoup.